Tu as sûrement déjà rencontré quelqu'un qui garde tout pour lui, quelqu'un dont le silence semble plus lourd qu'une confession, quelqu'un qui traverse la vie comme une chambre fermée dont personne n'a la clé. Ces personnes ne parlent pas de leur douleur, de leurs pensées secrètes, ni même de leurs désirs les plus simples. Elles verrouillent tout, derrière des portes invisibles que même les intimes n'arrivent pas à entrevoir. Les neurosciences de l'université de Lausanne montrent que, chez ces individus, le système limbique s'active différemment. La moindre émotion profonde déclenche une réponse de protection, comme si se révéler équivalait à un danger imminent. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas du détachement, c'est une alarme intérieure, un réflexe appris au fil des années, renforcé chaque fois que le monde a prouvé qu'ils ne savaient pas quoi faire avec leur fragilité. Quand tu observes attentivement, tu remarques des mouvements presque imperceptibles. Un regard qui évite le tien au moment précis où tu poses une question trop honnête, une respiration qui se bloque une demi-seconde avant une réponse, un sourire trop rapide, trop contrôlé, destiné à effacer toute profondeur avant même qu'elle n'apparaisse. Les psychologues appellent cela des stratégies d'inhibition expressive. Ce sont comme des rideaux tirés brusquement dès qu'une lumière trop forte s'approche. Et derrière ces rideaux, il y a un monde immense, un monde qu'ils ne laissent pas sortir. Le suspense commence lorsque tu comprends que ces signes sont les premières fissures d'une architecture mentale bien plus complexe. Car ces personnes ne se contentent pas de cacher quelques informations, elles cachent des pans entiers de leur existence émotionnelle. Selon les études en psychologie émotionnelle de l'Université de Lyon, ce comportement s'installe par étapes, comme une gradation lente mais implacable. Le premier stade est la retenue légère, presque élégante. Elles répondent peu, mais avec douceur. Le second est l'effacement intentionnel. Elles évitent les sujets sensibles, changent de direction, esquivent subtilement chaque fois que la conversation pourrait les exposer. Puis vient le troisième stade, plus sombre, un enfermement complet. Elles cessent de parler d'elles de manière active, consciente, presque militaire, comme si chaque mot pouvait devenir une faiblesse. Enfin, il existe un dernier stade, rarement visible mais profondément destructeur, l'effondrement intérieur silencieux, lorsque l'histoire qu'elles ne racontent plus commence à les ronger de l'intérieur. Mais ce phénomène n'appartient jamais à une seule personne. Il a des racines collectives. Parfois, ce sont des familles entières qui élèvent leurs enfants dans l'idée que les sentiments doivent être rangés, cachés, gérés en silence. Parfois, ce sont des environnements où la vulnérabilité a été ridiculisée, punie ou ignorée si longtemps que chacun apprend à cadenasser ses émotions pour survivre. Dans ces groupes, parler de soi n'est pas seulement difficile, c'est perçu comme une transgression. L'ordre silencieux doit être préservé, les secrets deviennent une tradition. Le mutisme émotionnel devient une langue maternelle, et celui qui ose se dévoiler devient le perturbateur, l'intrus, celui qui brise l'illusion fragile de stabilité. Alors, comment naviguer dans cette atmosphère sans être avalé par elle ? Les experts en psychologie stratégique évoquent la nécessité d'un bouclier de conscience. Cela signifie ressentir exactement le moment où quelqu'un t'entraîne dans son monde verrouillé. Ne pas essayer d'ouvrir les portes par la force, cela ne fonctionne jamais, mais garder ton propre espace clair, vivant, respirant. Il s'agit d'observer sans absorber, d'être présent sans se dissoudre. Parfois, la seule manière de ne pas se perdre est de maintenir une distance légère mais essentielle, comme un pas en arrière dans un couloir sombre où tu sens que quelque chose dort derrière les murs. Et si tu t'aventures plus loin dans cette réflexion, une idée étrange te traverse l'esprit, comme un écho lent dans une pièce immense. Et si ces personnes ne gardaient pas tout pour elles, par méfiance envers les autres, mais parce qu'elles n'ont jamais appris à se confier à elles-mêmes, cette pensée reste suspendue, fine comme une lame, et c'est là que commence le véritable vertige. Et lorsque tu avances un peu plus dans la compréhension de ceux qui gardent tout pour eux, tu découvres un territoire fait de signes discrets, presque imperceptibles, mais chargés d'une tension profonde. Les chercheurs en psychologie comportementale de l'Université de Genève parlent de micro-indices de rétention émotionnelle, ces petits gestes qui révèlent l'ampleur du monde intérieur que ces personnes s'efforcent de tenir enfermé. Ce n'est jamais spectaculaire, jamais évident, mais toujours là. Un souffle plus court lorsqu'une question touche une zone sensible, un regard qui se détourne au moment précis où l'on frôle une vérité, une main qui se frotte rapidement la peau comme pour effacer un frisson. Le suspense commence à se former autour de ces détails, comme si chaque mouvement était une tentative de dissimuler une faille invisible. Ce qui trouble le plus, c'est la manière dont ces personnes redirigent constamment l'attention vers l'extérieur. Elles posent des questions, s'intéressent à toi, s'enfoncent dans les histoires des autres pour mieux disparaître dans les leurs. Selon les données de l'Université de Lausanne, ce comportement s'apparente à un camouflage narratif. Plus elles te font parler, moins elles risquent d'être exposées. C'est une stratégie fine, subtile, presque artistique. Tu crois être écouté, mais en réalité, tu deviens le rideau derrière lequel elles se cachent. Leur silence n'est pas un vide, mais un dispositif de protection. Lorsque la tension monte, tu remarques aussi des signaux d'alerte plus sombres.
Ils ne s'ouvrent jamais spontanément. Ils esquissent des sourires rapides, mécaniques, comme des portes qui claquent avant que la lumière ne sorte. Ils évitent les lieux où des conversations profondes pourraient en surgir, les repas intimes, les soirées calmes, les moments de vulnérabilité partagée. Et si, par hasard, quelqu'un insinue une question trop personnelle, une ombre traverse leur visage, un ralentissement subtil dans la respiration, un micro-silence qui fait l'effet d'un vide soudain. Les chercheurs appellent cela l'effet tunnel émotionnel. La personne se retire mentalement en quelques millisecondes, comme si elle glissait dans un couloir privé dont elle seule connaît l'existence. La progression de ce phénomène est silencieuse mais implacable. D'abord, ils se contentent de répondre brièvement. Ensuite, ils réduisent leur présence émotionnelle, puis ils commencent à effacer leurs propres opinions, comme si penser à voix haute représentait déjà une forme de danger. À un stade avancé, ils ne partagent même plus leur réussite ou leurs rêves. Leur monde intérieur devient une forteresse scellée, inaccessible, même pour eux-mêmes. Les psychologues Mascha de l'Institut de Lyon nomment ce stade l'occultation identitaire. L'individu disparaît sous le poids de tout ce qu'il n'a jamais osé dire, et ce silence, étrangement, est contagieux. Il modifie l'atmosphère autour d'eux. Les groupes qui les entourent s'adaptent inconsciemment, baissent le volume, évitent certains thèmes, apprennent à parler sans profondeur. Une forme de retenue collective se met en place, où tout le monde s'aligne sur le rythme émotionnel de celui qui se tait le plus, et bientôt, le non-dit devient la langue commune. La conversation glisse sur la surface des choses, comme un lac trop calme pour refléter quoi que ce soit d'authentique. Les sociologues appellent cela la synchronisation défensive, un phénomène où les dynamiques émotionnelles d'un individu s'étendent à tout un groupe. Pour ne pas se perdre dans cet univers silencieux, il existe un protocole de protection simple, mais essentiel. Garder son propre espace intérieur en alerte. Ne pas se laisser entraîner dans cette spirale où les émotions sont rangées comme des objets dangereux. La conscience devient ton phare, ta frontière, ton souffle clair dans une pièce où l'air se fait rare. C'est une vigilance douce mais ferme. Reconnaître quand le silence de l'autre commence à envahir le tien et reculer juste assez pour ne pas être aspiré. Et lorsque tu contemples ce monde fait de secrets, de verrous invisibles, d'histoires jamais dites, une question s'impose, lente, obsédante, presque philosophique. Si quelqu'un garde tout pour lui, est-ce vraiment pour se protéger, ou parce qu'il craint ce qui arriverait si son monde intérieur touchait enfin l'air libre ? Cette pensée laisse un frisson derrière elle, comme un écho qui ne veut pas mourir. Et lorsque tu examines de plus près ceux qui gardent tout pour eux, tu découvres une progression presque dramatique, un arc narratif intérieur qui commence en douceur et finit par une disparition silencieuse. Les neuroscientifiques de l'Université de Strasbourg appellent en cela un glissement adaptatif, une transformation lente où les émotions non exprimées se déplacent, se contractent, se figent, comme si l'âme elle-même rétrécissait pour s'abriter dans un espace minuscule. Au début, ce n'est qu'une réserve timide, une pudeur compréhensible. Ils parlent peu, mais ils parlent encore. Leurs phrases Kenipel sont brèves, mais leur regard reste vivant. Puis, quelque chose change imperceptiblement, comme une fissure dans un miroir que personne ne voit se former. Le premier stade est celui du retrait léger. Ils répondent en surface, mais l'essentiel se cache entre les lignes. Le second, plus profond, est le stade du verrouillage. À ce moment-là, chaque émotion passe par un filtre intérieur qui la retient avant même qu'elle n'atteigne la bouche. Le troisième stade est l'effacement. Ils ne partagent plus leur colère, leurs espoirs, ni même leur joie. Leurs récits s'effondrent comme des maisons abandonnées. Ce n'est plus qu'un silence habité, dense, presque palpable. Enfin, il existe un quatrième stade, rarement compris mais extrêmement destructeur, la dissolution identitaire. La personne a tellement cessé de dire ce qu'elle ressent qu'elle ne sait plus vraiment ce qu'elle ressent. Le monde intérieur devient une pièce obscure où même sa propre voix ne résonne plus. Et pourtant, l'extérieur continue de fonctionner impeccablement. Ils travaillent, ils parlent, ils rient, même, mais toujours avec une certaine distance, comme s'ils observaient leur propre vie de l'autre côté d'une vitre épaisse. Les psychologues de l'Institut de Lyon parlent d'un masque opérationnel, une façade qui imite l'expression humaine mais qui n'en transmet plus la profondeur. C'est là que le suspense devient presque cinématographique. Tu sens qu'il y a quelque chose derrière ce visage tranquille. Quelque chose qui bouge, qui palpite, qui cherche à sortir, mais qui n'a jamais été autorisé à le faire. Ce phénomène s'enracine souvent dans des dynamiques collectives. Les familles, où l'on ne parle jamais des vrais problèmes. Les couples, où l'on préfère garder la paix plutôt que dire la vérité. Les groupes où l'on apprend à sourire en toutes circonstances, surtout quand ça fait mal. Cette atmosphère crée un climat où le silence devient la norme, presque une loi non écrite. Celui qui parle trop fort, celui qui se confie trop vite, celui qui ouvre une blessure devient une menace pour l'équilibre artificiel que tout le monde s'efforce de maintenir. Alors, chacun se tait un peu plus. Chacun verrouille, chacun se rétrécit. Ce n'est plus une décision, c'est une contagion émotionnelle. Et lorsque ce climat s'installe, la personne qui garde tout finit par disparaître dans un rôle précis,
un archétype social que les anthropologues qualifient de porteur silencieux. C'est celui qui absorbe, qui encaisse, qui ne demande rien, qui ne dérange jamais. On le considère solide, indépendant, mature, alors qu'il est simplement saturé de charges émotionnelles qu'il n'a jamais su décharger. Il porte le poids de tout ce qu'il ne dit pas, et même parfois le poids de ce que les autres lui confient. Mais il existe un point de bascule, un moment où cette stratégie cesse d'être viable. Un détail, une phrase, une émotion trop forte vient fissurer la carapace. Parfois, c'est un geste banal, un compliment inattendu, une question posée avec douceur, une solitude trop longue. Parfois, c'est un choc, une perte, un conflit, un départ, et tout ce qui a été stocké, comprimé, enfoui, remonte comme une vague sombre qui cherche désespérément une issue. Les psychologues parlent alors d'un débordement silencieux. Rien ne se voit, mais tout se brise à l'intérieur. Et c'est là que surgit la réflexion la plus troublante, celle qui hante longtemps après avoir été formulée. Peut-on vivre une vie entière sans jamais s'autoriser à exister devant quelqu'un ? Si une histoire n'est jamais racontée, survit-elle ? Ou disparaît-elle avec celui qui la tue ? Ce questionnement résonne comme une vibration longue, un écho qui reste accroché au mur de la conscience, refusant de s'éteindre. Et lorsque tu observes ce phénomène sous un angle plus large, tu comprends que personne ne garde tout pour soi par pur hasard. Derrière chaque silence, il y a un système, une architecture collective qui façonne les comportements plus que nous l'admettons. Les sociologues de l'Université de Lausanne parlent d'une structure silencieuse, un réseau invisible dans lequel certaines familles, certains groupes, certaines communautés cultivent l'idée que parler de soi est dangereux, inapproprié ou inutile. Dans ces environnements, le silence n'est pas un défaut, c'est une valeur, presque une vertu. On y apprend très tôt que les émotions doivent être rangées comme des objets fragiles, qu'il ne faut pas laisser tomber entre de mauvaises mains. Tu remarques alors quelque chose d'étrange. Les personnes qui cachent tout ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans des dynamiques où le non-dit circule comme une brume, enveloppant chaque geste, chaque relation. Dans certaines familles, on parle de tout, sauf de ce qui compte vraiment. Dans certains groupes d'amis, on rit fort, on partage des histoires, mais jamais une faiblesse, jamais une vérité intime. Et dans certaines cultures professionnelles, se confier revient à perdre du pouvoir. Alors chacun joue un rôle, celui qui encaisse, celui qui fait semblant, celui qui évite, celui qui détourne. Peu à peu, ces rôles deviennent des masques tellement intégrés qu'on oublie même qu'on les porte. La contagion est lente, mais profonde. Le silence d'un seul finit par modeler l'ambiance entière. Les chercheurs appellent cela la diffusion inhibitrice. Une personne qui ne partage rien crée une zone émotionnelle basse autour d'elle, une sorte de champ magnétique inversé, où les autres commencent eux aussi à retenir ce qu'ils ressentent. Le résultat, c'est un collectif où les conversations tournent autour de la surface, où les vérités glissent sans jamais pénétrer. On s'habitue à l'absence de profondeur comme on s'habitue au manque d'oxygène en altitude, lentement, sans même s'en rendre compte. Jusqu'au jour où parler devient presque inconcevable. Mais il existe aussi un autre niveau, plus subtil, presque ésotérique. Certains psychologues parlent de héritage émotionnel transgénérationnel, une transmission invisible où les silences d'une génération deviennent la langue naturelle de la suivante. Une grand-mère qui n'a jamais parlé de sa douleur crée une mère qui apprend à la cacher, et cette mère élève un enfant qui finit par croire que son monde intérieur n'a aucune place dans le monde extérieur. C'est ainsi que naissent les lignées muettes, les familles où chaque émotion forte est comme une bête sauvage que l'on garde enfermée dans une cage au fond de la maison. Tu entres dans ces foyers, et tu sens immédiatement quelque chose, une densité, une retenue, un calme tellement parfait qu'il semble presque artificiel. Dans ces environnements, les personnes qui gardent tout pour elles deviennent souvent des piliers silencieux. Elles absorbent ce que les autres n'osent pas affronter. Elles deviennent le réceptacle des tensions, des secrets, des douleurs familiales. Elles se transforment en archives vivantes de tout ce qui n'a jamais été dit. Et paradoxalement, on les admire pour cette maturité froide, pour cette force tranquille. On les appelle solides, sages, stables, mais cette stabilité n'était que la surface. En profondeur, c'est un poids, un amas compact d'émotions contenues, une pression qui ne trouve jamais de sortie. Alors comment survivre dans ce climat, sans être englouti ? Les psychologues recommandent de développer une conscience très fine de ces dynamiques. Regardez les conversations, les silences, les gestes, comme un enquêteur qui observe une scène pleine de détails cachés. Dès que tu sens que la pièce te demande de devenir plus petit, plus calme, plus opaque, tu actives ton protocole intérieur. Respirer, reculer mentalement, ne pas adopter la norme du groupe. La conscience devient ton bouclier, une lumière discrète mais solide, dans un univers où tout pousse à l'effacement. C'est une façon de dire « je vois ce silence, mais je refuse d'en être façonné ». Et lorsque tu plonges encore plus profondément dans cette réflexion, quelque chose d'inquiétant surgit. Peut-être que le collectif ne produit pas seulement le silence, peut-être qu'il s'en nourrit.
Peut-être que les groupes préfèrent les individus qui se taisent, car ils sont plus faciles à lire, à gérer, à contrôler. Et si le silence n'était pas seulement une protection personnelle, mais une forme de sacrifice, une manière inconsciente de porter le poids du groupe pour qu'il ne s'effondre pas? Cette idée laisse un goût étrange, comme un écho lointain. Dans chaque personne qui garde tout pour elle, il y a peut-être l'histoire silencieuse d'un monde entier qui ne voulait pas entendre. Et lorsque tu commences à comprendre l'ampleur de ce que signifie garder tout pour soi, la question n'est plus seulement pourquoi, mais comment survivre à ce mécanisme sans s'effondrer intérieurement. Les psychologues de l'Université de Bordeaux décrivent un protocole précis, presque tactique, pour ceux qui ont grandi dans le silence émotionnel. Le protocole de restauration narrative. Ce n'est pas une méthode bruyante ou spectaculaire, c'est un acte secret, intime, subtil. Il commence par un simple constat. Reconnaître ce moment précis où tu t'apprêtes à retenir quelque chose de toi, où ta gorge se serre à peine, où ta pensée recule comme une vague avant de toucher le rivage. Ce micro-instant est la fissure où tout commence. Les neurosciences montrent que chez les personnes qui gardent tout, l'amygdale, ce radar interne qui détecte le danger, réagit même aux émotions neutres si elles impliquent un dévoilement personnel. Ainsi, parler devient un territoire miné. Le protocole commence donc par une stabilisation, respirer lentement, ramener le corps à un rythme sûr, apprendre à reconnaître que la menace n'est pas réelle, qu'elle n'est qu'un souvenir déguisé en alarme. C'est comme réapprendre à marcher dans une pièce sombre sans craindre de heurter les meubles. La deuxième étape consiste à créer un espace personnel où l'on peut exister sans être observé. Les psychologues appellent cela l'air protégé. Ce n'est pas une pièce physique, mais un état mental, un endroit où tu peux dire une phrase honnête à voix basse, écrire quelques mots, admettre une vérité minuscule. L'objectif n'est pas de tout révéler d'un coup, mais de t'habituer à l'idée que ton monde intérieur peut exister hors de ton silence. Ce geste, minuscule en apparence, agit comme une première ouverture, une respiration après des années d'apnée. Vient ensuite l'étape la plus délicate, choisir à qui tu permets d'entrer. Ceux qui gardent tout pour eux ont souvent appris que parler était dangereux, non pas parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais parce que, dans leur histoire, la vulnérabilité a été accueillie par le jugement, la froideur ou l'indifférence. C'est pourquoi la sélection est cruciale. Le protocole recommande une exposition graduée. Dire un fragment de vérité à quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il sait rester silencieux sans te faire disparaître. Pas un confident vorace, pas un curieux intrusif. Quelqu'un qui sait écouter sans dévorer. Quelqu'un qui n'allume pas d'alarme dans ton esprit. Mais la partie la plus essentielle du protocole est la retraite stratégique. Cela signifie savoir se retirer lorsque la pression émotionnelle devient trop forte, non pas pour fuir, mais pour ne pas se dissoudre. Les chercheurs comparent cela à la respiration. On inspire, on partage un peu, puis on expire, on revient à soi. S'ouvrir ne doit jamais devenir une déchirure. C'est un mouvement, un rythme, une cadence intérieure que tu ajustas selon ton propre souffle. Ceux qui gardent tout ont besoin d'apprendre que se retirer n'est pas une défaite, mais une protection vitale. Et pourtant, quelque chose d'étonnant se produit lorsque tu appliques ce protocole. Le monde ne se brise pas, les autres ne disparaissent pas, les catastrophes imaginées n'arrivent pas. Au contraire, une sensation étrange apparaît, presque étrangère, celle d'exister. Exister dans l'espace, dans la parole, dans le lien. C'est une expérience vertigineuse pour quelqu'un qui s'est effacé pendant des années. Dire une seule phrase sincère peut produire l'effet d'une secousse interne, comme si un morceau de toi revenait à la surface après avoir été submergé depuis trop longtemps. Et quand tu observes cette transformation, une question profonde commence à monter, lente et inévitable. Peut-être que garder tout pour soi n'est pas seulement un mécanisme de défense, peut-être que c'est aussi une manière inconsciente de se protéger d'un monde qui n'a jamais su accueillir ce que l'on portait. Alors, que devient l'identité lorsqu'elle cesse enfin d'être une forteresse? Qui devient-on quand on ouvre une seule fenêtre dans un château construit pour survivre? Cette interrogation flotte, vibrante, comme un souffle suspendu. Dans le silence où tu t'es caché si longtemps, il y avait peut-être déjà l'appel discret d'une voix qui voulait renaître. Et lorsque tu raches le dernier niveau de cette exploration intime, celui où le silence n'est plus seulement un mécanisme, mais une philosophie de vie, tu comprends que garder tout pour soi est une forme d'existence à part, une manière de traverser le monde, en portant son cœur comme un coffre scellé. Les chercheurs en psychologie existentielle de l'Université de Louvain parlent d'un effacement conscient, un état où l'individu choisit, parfois sans le savoir, de vivre en retrait de lui-même pour éviter le vertige d'être vu. Ce n'est plus simplement de la protection. C'est une identité façonnée par des années de retenue, de prudence, de peur subtile. Ceux qui gardent tout pour eux évoluent dans un espace intérieur que personne ne visite, pas même eux, comme si chaque émotion était un objet précieux qu'on ne doit pas toucher sous peine de le briser. Le plus troublant est que ces personnes semblent parfaitement fonctionnelles.
Elles parlent, elles sourient, elles gèrent leur vie, mais tout cela se déroule comme derrière un voile fin, une couche de distance qui empêche toute vraie immersion dans la réalité émotionnelle. Les neurosciences parlent d'une dissociation douce. L'individu agit, mais ne s'incarne pas totalement. Il traverse ses propres jours comme une ombre consciente. Et si tu regardes attentivement, tu remarques les signes de cette absence maîtrisée, la manière dont ils répondent avec calme alors qu'une tempête traverse leur regard, la façon dont ils détournent la conversation juste avant qu'un souvenir douloureux ne remonte, ce rire léger qui sert à refermer une porte invisible qu'on n'aurait jamais dû entrevoir. Les signaux deviennent plus sombres lorsque l'on comprend l'ampleur de cette retenue. Garder tout pour soi n'est pas sans conséquence. Tout ce qui n'est pas exprimé finit par s'accumuler, comme de la poussière dans une pièce fermée depuis trop longtemps. Les psychologues de l'Institut de Lyon parlent d'une saturation émotionnelle latente, un niveau de tension interne qui ne s'exprime pas par des cris ou des colères, mais par une fatigue profonde, une lourdeur silencieuse, un sentiment d'être absent même lorsque l'on est entouré. Le suspense devient alors presque palpable. Que se passe-t-il lorsque le silence commence à peser trop lourd? Quand la pression interne devient un mur qui se rapproche lentement? Pour comprendre cette question, il faut observer les dynamiques collectives qui entourent ces personnes. Souvent, leur silence n'est pas seulement le leur, il a été encouragé, imité, exigé par des environnements où la vulnérabilité était un luxe ou un danger. Ce silence devient alors un langage partagé, une atmosphère contagieuse qui façonne non seulement l'individu, mais tout un groupe. Les sociologues parlent d'un archétype du gardien silencieux, celui qui porte, qui absorbe, qui ne dérange jamais. On l'admire pour sa force, mais personne ne voit que cette force est une armure usée, une protection devenue trop lourde avec le temps. C'est ainsi que certaines personnes finissent par devenir les piliers muets de leur relation, celles sur qui tout le monde se repose, mais que personne ne connaît vraiment. Face à cela, les experts recommandent un protocole particulier, non pas pour briser le silence d'un coup, mais pour ne pas disparaître en lui. Le protocole de protection ultime consiste à se tenir intérieurement en état de veille. Il ne s'agit pas d'ouvrir les portes forcées, mais d'allumer une lampe dans la pièce intérieure où l'on a tout enfermé. Reconnaître ce que l'on porte, nommer, même mentalement, les émotions enfouies, créer une petite fenêtre, rien de plus. Et surtout, apprendre à ne plus confondre la prudence et l'effacement. Ceux qui gardent tout pour eux doivent comprendre que la survie n'est pas la même chose que la vie, et lorsque tu arrives au cœur de cette réflexion, une idée étrange, presque poétique, surgit, comme un souffle venu d'un lieu longtemps oublié. Peut-être que ceux qui gardent tout pour eux ne sont pas vides, ni fermés, ni froids. Peut-être sont-ils au contraire ceux qui ressentent le plus profondément. Tellement profondément que le monde n'a jamais semblé assez solide pour contenir ce qu'ils portaient. Alors ils ont choisi le silence comme refuge, comme forteresse, comme dernier territoire où rien ne peut être déformé, ridiculisé ou brisé. Et tu restes avec cette question, lente, grave, persistante, qui résonne comme un dernier écho dans un couloir invisible. Que deviennent les histoires qu'on ne raconte jamais? S'évanouissent-elles, ou attendent-elles simplement le jour où quelqu'un aura la douceur nécessaire pour les entendre?